Bienvenue aux Voyeurs de Vue. Les Voyeurs de Vue, c'est deux gars qui gambadent et batifolent dans le champ qu'est le cinéma. Et un de ces deux gambadeurs, et moi-même, Yannick Belzile. Et l'autre, c'est moi, Alex Rose. Je viens de I See What You Did There avec ce que tu... Je me demandais où ce que tu t'en allais avec ça, mais tout ça sera révélé plus tard dans l'épisode, évidemment. Oui, absolument. Dans les Voyeurs de Vue, ce qu'on fait chaque semaine, c'est qu'on parle d'un film qu'on a qui est connecté avec notre film titre de la semaine précédente. Et on fait ça jusqu'à ce qu'il y ait réouverture des salles de cinéma et qui nous permet de parler de différentes choses. Cette semaine, la semaine passée, on a bien sûr parlé de la démence spatiale qu'est Armageddon, qui met en vedette Ben Affleck. Et Ben Affleck nous amène bien sûr au film de 2012 de Terrence Malick, dont on va parler cette semaine, To the Wonder. Et bien sûr, chaque maillon nous amène, crée une chaîne qui nous amène à un cadenas ou un crochet qui est bien sûr la version Snyder Cut de Justice League qui sort cette semaine et qui sera le sujet de notre prochain épisode. Très bientôt. Là, on est à moins de 48 heures du Snyder Cut. Là, quelque chose comme 30 heures. Là, genre. Peut-être qu'on devrait parler de ça juste dans l'épisode, mais as-tu déjà une stratégie d'écoute pour un film de 4 heures, Alex? Non. Je suis très occupé en ce moment. Là. Genre, je travaille beaucoup. Puis ça fait que je suis comme... c'est sûr que je ne vais pas avoir un 4 heures unbroken de moi qui regarde le Snyder Cut. Là. Je vous avertis tout de suite à la maison. Je vais l'avoir vu de façon... morcelée. Morcelée, voilà. Ben moi, je planifiais comme ma semaine de travail autour de ça. Là. Essayer de voir si je peux avoir un 4 heures. Là, au début, c'était pour l'écouter comme jeudi après-midi, mais vu, moi aussi, tu sais, heureuse chance, moi aussi, je suis occupé. Alors, je crois que best case, ça va être vendredi après-midi, sinon, ça ira de par le week-end. C'est ça. Ouais, moi, ça va être au moins 2 morceaux là, sur la fin de semaine. Genre. Ben hâte, mais il y a déjà beaucoup de reviews qui sont sortis, mais ça, on va en parler la semaine prochaine. On va faire l'autopsie, les louanges, l'enterrement. Je parlais aujourd'hui de Justice League avec ma copine Marie-Lise, qui est aujourd'hui pour la première fois dans l'appart quand j'enregistre les Voyeurs de Vue. C'est la première fois que ça n'a jamais arrivé. Mais alors on parlait de ça, puis là, elle a dit je sens que l'épisode des Voyeurs de Vue sur Justice League va être épique. Et là, j'ai dit ben ouais, ça va être 4 heures parce qu'il y a 1 minute d'analyse par minute de film. Fait que là, il faut qu'on est engagé à ça, on n'a pas le choix. Faut que l'épisode de Justice League dure au moins 4 heures. Ce qui est bien parce que vu qu'on commence à enregistrer à 20 heures le soir. Écoute, ça va pas à travers une... Ben, regarde, les mesures sortent. L'heure va monter, fait que peut-être. Je me rappelle plus, là. Viens qu'à un moment donné, viens qu'on ne sait plus, là. Mais on peut-tu se visiter maintenant ou on peut pas se visiter encore? On peut pas se visiter encore, hein. Fait qu'on peut pas enregistrer live ensemble, c'est dommage. C'est ça, toujours pas. Mais tu sais, à un moment donné, on va pouvoir aller sur le banc, là, genre au parc Jeanne-Mance, sans regarder le monde jouer au tennis. Puis là, on va pouvoir enregistrer un podcast. Mais pour le moment, on ne peut pas. Ben, on peut aller se geler le cul, mais. Mais trêve de tout ça, avant qu'on rentre dans des petites nouvelles de la semaine, mon cher, beaucoup d'acteurs d'Hollywood, même avant la pandémie, flairaient l'astuce que c'est important pour prolonger maintenant leur image de marque, c'est de se faire des podcasts et même des chaînes YouTube plus récemment. Alors, Will Smith a une chaîne YouTube, Brie Larson a une chaîne YouTube, plein d'autres, mais c'est-tu qui vient de se joindre à YouTube cette semaine même? Je ne sais pas. Comme il y a eu un petit preview de ça et que c'est quelque chose que je dois m'attendre à ce que ce soit surprenant, je vais y aller avec. Est-ce que c'est Harvey Keitel? Non, mais je dois. Ah, man. Ça serait vraiment bon. C'est comme. Ah, ça, j'aimerais vraiment ça parce que j'imagine que ça serait juste dans le fond, genre son neveu qui est comme ah, si je le mets sur mon oncle Harvey sur ma chaîne. Ouais. C'est comme ça va pas. Je vais aller chercher la démographique des vieux. Vieux hommes blancs. Mais non, c'est Matthew McConaughey. Ah! Qui a commencé, qui commence son vidéo d'intro avec Alright, 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 et puis qui nous parle en power slogan de Matthew McConaughey. Et moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va en découler de ça.
Mais là, J'ai vu certaines personnes qui suspectent que Matthew McConaughey s'enligne pour devenir gouverneur du Texas. c'est quelque tout ça chose. serait une genre un subterfuge subtil pour annoncer plus tard une carrière politique. Regarde, moi, je ne serais pas surpris si, mettons, Matthew McConaughey était républicain. Puis, si vous nous permettez une analyse politique, juste lui qui arrive en tant que républicain puis qui dit « Moi, je suis pas fou comme Donald Trump, puis que moi, je suis Texas proud, puis blablabla, puis Texas is best, puis moi, j'en prendrai Texas. » Puis il est impliqué depuis des années, justement, au niveau universitaire, plein d'affaires comme ça. Ça ne serait pas surprenant que c'est dégueulasse puis dystopique de parler de comme d'utiliser le terme brand, image de marque puis tout ça, mais que être politicien, ça peut être juste une nouvelle partie du brand de quelqu'un. Là. Ah, c'est clair. C'est ça, puis on vit dans Robocop / Running Man et on va tous brûler. Mais là, il y a, parce que, puis là, l'autre affaire, qu'il y avait, là, en ce moment, le gouverneur du Texas, c'est un dude qui s'appelle Greg Abbott. Mm-hmm. Il avait l'air de dire que la personne qui est en liste pour choper Greg Abbott, qui est un républicain, hein, mm-hmm. Si c'était pour switcher, ça serait Beto O'Rourke qui viendrait lui choper la place. Fait que là, on s'enligne pour une course entre Matthew McConaughey et Beto O'Rourke, possiblement. Ça regarde mal pour... C'est pas bon pour Beto. Là. Ouais, déjà que le monde, il le trouve lame. Là. Il trouve que c'est un genre de premier de classe lame. Matthew McConaughey, il fait pas mal plus de potes que Beto O'Rourke, je te dirais. Là. Non, ça c'est clair. Puis tu sais, juste à sortir... Le vote d'auditeurs et d'auditrices de comédie romantique va sortir en bloc pour McConaughey. Là. Ghost of Girlfriend's Past, là, c'est pas rien. Là. Nonobstant leur politique respective, c'est sûr que moi, si tu me dis vote, décide entre Beto O'Rourke ou Matthew McConaughey, je pense que le choix est clair. Là. Ah ouais, Double M. C'est poche à dire, là, mais ça fait ça. Là. Genre... Moi, j'ai un confédéré tatoué sur le cœur s'il faut que je vote pour Matthew McConaughey. Absolument. Regarde, là, on a... cette semaine, les Oscars ont été annoncés. Une nomination aux Oscars ont été annoncée, Alex, dans cette année vraiment particulière. Qu'est-ce que tu as à nous dire, justement, sur les Oscars? Ben, tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui accorde énormément d'attention ou d'importance aux Oscars, en général, je te dirais. Ça m'amuse comme, tu sais... Mettons, dire que moi, je suis le cinéma comme quelqu'un suit le hockey, pour moi, les Oscars, c'est équivalent à, mettons, les séries éliminatoires si mon équipe ne joue pas. Dans le fond, je m'en tabarnak qui gagne. Pour moi, c'est toujours un peu inutile, mais c'est intéressant à regarder quand même. J'ai toujours du fun à le regarder, puis jamais aucun poids. Il y a beaucoup de gens sur Internet, je sais pas, moi, mon Twitter, mettons, est composé majoritairement de gens de critiques et de pundits de cinéma américain qui, eux, accordent énormément d'importance à ça. Pendant 6 mois, ils font juste faire des théories sur qu'est-ce qui va se passer, qui va être nominé, analyser les autres cérémonies de prix pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et ça, pour vrai, je trouve ça rébarbatif et inutile. Et en plus, c'est quelque chose que Jeff Wells aime. Donc, c'est futile. Comme toutes les choses que Jeff Wells... On va en parler peut-être plus tard. Marier une madame russe, c'est une affaire que Jeff Wells aime. Et dans To The Wonder, ça se passe très mal. Fait que, je te dirais que en général, c'est un gros warning sign si Jeff Wells aime ça, faire... On a déjà parlé de Jeff Wells un peu au podcast. Vite de même, pour expliquer Jeff Wells, il est comme une momie habillée en cowboy qui chie, qui excrète des opinions sur le cinéma à chaque jour. From his lips to God's ears. Il n'y a pas beaucoup d'éditions qui se passent là, dans... Ouais. Puis il y a beaucoup d'opinions whack, ce qui n'est pas un problème en soi. On pourrait même dire que les voyeurs de vue ont des opinions whack. Non, c'est pas vrai. Absolument. Nous autres, on le sait de quoi on parle. Mais bref, ça, ouais. lui, non, mais regarde, les opinions, il n'y a rien là. C'est plus que lui, il est comme obsédé sur l'apparence d'acteurs et d'actrices d'une façon comme bizarre, là, que c'est pas net, ben. Mais il est obsédé sur beaucoup d'affaires comme futiles. Tu sais,
Puis comme, c'est ça, il observe beaucoup sur les détails puis des affaires que personne d'autre. Tu sais, il va dire mettons, il aime beaucoup les films qui disent qu'ils sont no-nonsense, muscular. Tu sais, mettons, il aime vraiment Sicario 2, plus que Sicario 1. Je suspecte parce qu'il n'y a pas de femme dans Sicario 2, genre. Mais, tu sais, il dirait pas vraiment. Là, son affaire maintenant, c'est les woke PC brown shirts, là. Tu sais, il est un genre de. Même si lui se dirait, tu sais, à gauche, il déteste la gauche. Fait que, il est tout à fait fâché. Fait que là, il est fâché parce que les Oscars. Comme là, cette année, mettons, je ne suis même pas allé voir, mais je sais qu'il est fâché parce que les Oscars, ils n'ont pas suivi exactement ses prédictions à lui. Et ils ont donné, tu sais, mettons, il y a des personnes de couleur en nomination, puis, tu sais, des shit de même. Ça le fait capoter, ça y fait arracher sa chemise. Fait que c'est en partie pour ça que je n'aime pas la prognostication. Je prononce ça comme disons, je pense pas. Prognosticator des Oscars, parce que je trouve que c'est de l'enculage de mouche, pas mal. Mm-hmm. Et oui, les Oscars, à un certain niveau, sont quand même importants pour l'industrie, tu sais. On va pas se cacher que gagner un Oscar, ça change ce qui s'offre à toi, passer ça. Fait que ça peut être intéressant. Dans le cas de Mahershala Ali, ça lui permet d'appeler Marvel le lendemain et de dire « Hey, je veux être Blade! » C'est ça, exact. Puis là, Kevin Feige, il fait comme « OK! » C'est ça. Fait que tu sais, ça fait que tu peux... tu sais, des réalisateurs vont peut-être avoir un passe-droit pour faire un projet. Ils ne sont pas obligés nécessairement d'aller prendre un thriller de studio ou une affaire de même ou faire de la TV ou whatever. Ou pas nécessairement. Ça peut aussi mener à rien. Dans l'histoire des Oscars, il y a plein de monde qui ont gagné les Oscars, puis le pic de leur carrière s'est passé avec ce film-là. Ça se peut aussi. Mais bref, je trouve ça quand même intéressant. Puis cette année, c'est intéressant aussi parce que il y a eu très peu de films. Fait on se retrouve avec une course aux Oscars qui n'est pas représentative vraiment d'une année normale. Les films qui sont nominés pour meilleur film, il y a The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal et The Trial of the Chicago 7. As-tu vu un de ces films, Yannick? J'ai vu aucun de ces films, mais tu sais, je sais tout vaguement. Je suis au courant parce que je me tiens un peu au courant de l'actualité de cinéma. Puis je te dirais que la plupart d'entre eux, je veux les voir. Surtout, je dirais que, à part Trial of Chicago 7, que par mon complétisme d'Aaron Sorkin, je vais le voir. Promising Young Women, c'est ça-là qui me tente le plus, que je suis le plus primé à regarder. Puis, mais des affaires comme The Sound of Metal, je suis sûr que c'est fucking bon, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de très downer à écouter. Un batteur qui perd son ouïe, je suis comme oh boy, ça c'est le genre d'affaire qui me fait crisper sur moi-même. Un artiste qui perd son sens nécessaire pour faire une affaire, là, je suis comme le reverse secret pour moi, là. Fait que je suis comme regardez ça anxiogène. Fait que c'est ça. Moi j'en ai vu 5 sur 8. J'ai toujours pas vu The Father, Judas and the Black Messiah et Nomadland, étrangement, que je n'ai toujours pas regardé, même si j'ai eu des liens il y a quand même longtemps. Moi, personnellement, Minari, c'est mon préféré dans cette gang-là. Mais je ne saurais dire qu'est-ce qui va gagner. Je pense que ça va être Nomadland, honnêtement. C'est le buzz qu'on entend, c'est ça. Mais je ne l'ai pas vu, fait que je ne sais pas vraiment. De ça, c'est vraiment Minari. Après ça, meilleur réalisateur, il y a Thomas Vinterberg pour Another Round, a.k.a. The Hook, dont on a dit beaucoup de bien à ce podcast. Oui, absolument. David Fincher pour Mank, Lee Isaac Chung pour Minari, Chloé Zhao pour Nomadland et Emerald Fennell pour Promising Young Women. Encore là, j'ai aucune idée, j'imagine que ça va être Chloé Zhao. Fincher ne va pas gagner pour ça. Je pense que Mank, c'est ça qui a le plus de nominations cette année. Il y en a 10. Un film d'Hollywood sur Hollywood. C'est ça. Puis c'est un film que moi, je trouve quand même... Moi, je suis extrêmement vendu sur les films de Hollywood aussi. Des affaires old-timey, historiques de monde qui se crie par la tête. Ça vient toujours... Je trouve toujours ça entertaining, même si je le regarde. Puis en bout de ligne, Mank, je me rappelle de presque rien. Puis j'ai passé un bon moment. Il y a beaucoup de monde qui sont comme c'est fucking plate, je me sens emmerdé. Genre, ça m'a vraiment fait chier. Puis ils ont peut-être raison. Fait que toi, tu serais du genre comme non, les Coen, faites-moi une quadrilogie Hail Caesar. Comme, exact. Arrêtez jamais, là. Une des affaires que je trouve qui est un peu décevante de Hail Caesar, mettons, c'est que ça ne rentre pas assez dans les histoires spécifiques du monde. Il y a trop de personnages, c'est trop une tapisserie.
Je prendrais un film de Hill Caesar pour chaque personnage. Ouais, ce non, genre mais d'affaire-là, moi aussi. c'est extrêmement de l'herbe à chat pour moi. Fait on va pas faire toutes les nominations, mais je vais quand même aller dans les meilleurs acteurs aussi. Best Actor dans un rôle principal, Riz Ahmed, Sound of Metal, Chadwick Boseman pour Ma Rainey's Black Bottom, Anthony Hopkins pour The Father, Gary Oldman pour Mank ou Steven Yeun pour Minari. Pas vu The Father encore, comme j'ai dit. D'après moi, Chadwick Boseman va le prendre assez facilement. Ce film-là est correct. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre. Ça feel comme ça. Les circonstances étant ce qu'elles sont plutôt. C'est ce que c'est. Best Actress, il y a Viola Davis pour encore Ma Rainey's Black Bottom. Andrade pour le très mauvais The United States versus Billie Holiday. Vanessa Kirby pour Pieces of a Woman. Frances McDormand pour Nomadland et Carey Mulligan pour Promising Young Woman. Ça, je pense que ça va être Carey Mulligan. Parce que Frances McDormand, elle a gagné quand même récemment. Elle a gagné pour Three Billboards, me semble. Oui. Je pense pas qu'ils vont leur donner. Là-dedans, tu sais, comme Andrade, c'est la seule bonne affaire dans le film de Billie Holiday qui est autrement à chier. Fait que je pense pas que le film est trop mauvais pour que ça vienne l'aider. Mais quoi que, si on y va seulement par le taux de heavy lifting que chaque de ces actrices-là fait pour le film, c'est sûr qu'Andrade a le plus un poids à lever. Best Supporting Actor, Sacha Baron Cohen, Trial of the Chicago 7, Daniel Kaluuya pour Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr. pour One Night in Miami, Paul Rassi pour The Sound of Metal, puis Lakeith Stanfield pour Judas and the Black Messiah. Là, dans celui-là, j'ai pas vu Judas and the Black Messiah qui est comme 40% des nominations. Fait que je pourrais pas dire. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que les deux personnages sont par contre les personnages principaux du film. C'est weird qu'ils soient dans meilleur acteur de soutien. Ils ont décidé de couper la différence. Comme, vous êtes tous les deux acteurs de soutien, comme ça, vous êtes là tous les deux. Là. C'est ça, mais tu sais, en fait, tous les rôles, dans ça, à part Paul Rassi, qui est vraiment acteur de soutien, c'est des personnes qui sont dans un ensemble. Tu sais, Sacha Baron Cohen pourrait ostensiblement être le personnage principal de Trial of Chicago 7. Même chose avec Leslie Odom Jr. qui joue Sam Cooke dans le film où il y a 4 personnages, puis Sam Cooke est un des personnages principaux. Fait. Je sais pas. Puis la dernière catégorie dont on va discuter au show aujourd'hui, puis je tenais à me rendre là à cause de ça, c'est Best Supporting Actress. Il y a Maria Bakalova pour Borat Subsequent Movie Film. Il y a Glenn Close pour Hillbilly Elegy. Oh là là! Olivia Colman pour The Father, Amanda Seyfried pour Mank ou Yoon Yo-jung pour Minari. Encore là, je sais pas, j'espère que ça ne sera pas Glenn Close, ça serait bien le bas de la merde. Là. Je sais que là, ça fait des années et des années qu'ils veulent lui donner un Oscar, qu'il est tout le temps en nomination pour des films ordinaires, parce que ils veulent célébrer l'œuvre. Mais que ce soit pour Hillbilly Elegy, ça serait vraiment comme. Ça ça se peut pas. Là. Accident de char. Au moins, Olivia Colman en a déjà un. Ouais. C'est pas grave si elle l'a pas. Ouais, Amanda, moi, mon vote là-dedans. Ben, Yoon Yo-jung qui joue la grand-mère dans Minari est vraiment, vraiment bonne. Mais c'est ça, c'est quand même. C'est peu probable là, qu'ils vont donner ça à une actrice dans un film. Elle parle pas du tout en anglais dans le film. Je dirais Amanda Seyfried qui est vraiment bonne. Elle joue Marion Davies dans Mank. Puis je trouve qu'elle est meilleure que Mank lui-même. Ça vaudrait la peine. Fait que ça, les Oscars, c'est le 25 avril, donc dans un peu plus d'un mois. Je tiens à souligner que c'est quand même pas grave si les films que vous aimez gagnent ou ne gagnent pas d'Oscar. Ça change absolument rien à la qualité du film. Oui, mais parce que c'est tout le temps drôle souvent Moi, une des raisons pourquoi je sais, je suis au courant de l'intérêt et du changement que les Oscars peuvent avoir sur la carrière des gens. Puis ça, c'est intéressant de voir comment ça peut canaliser le star power d'un acteur ailleurs puis changer sa carrière. Mais en même temps que quand tu regardes des années précédentes puis tu vois, tu sais, quand l'année que The Artist a gagné aux Oscars comme le meilleur film, puis on n'a plus jamais reparlé de l'hostie de The Artist. Il y a un aspect qui est vraiment niaiseux et illusoire aux Oscars, mais parce que ça doit l'être, parce que dans le fond, ces shows-là sont dans le moment, ne sont pas pour la postérité, parce qu'ils ne peuvent pas le savoir. Mais des fois, il manque des affaires de postérité tellement évidentes que tu es comme, qu'est-ce que vous faisiez là? Qu'est-ce que vous faisiez?
Ouais, mais tu sais, une des affaires qui me gosse quand même, c'est que bon, les Oscars, ça reste arbitraire. Puis le monde qui se choque contre les Oscars, tu sais, comme mettons, j'ai vu un tweet tantôt passé qui était comme, tu sais, voici une liste de réalisateurs qui n'ont pas eu d'Oscar. Paul Thomas Anderson devrait ostensiblement avoir un Oscar, mais il n'en a pas. L'affaire, c'est qu'il en donne un par année. Tu sais, Paul Thomas Anderson ne fait pas un film à chaque année. Fait que, tu sais, à un moment donné, se fâcher contre les stats, tu sais, ça, c'est quelque chose que ton co-animateur depuis de Trois-Bières pourrait peut-être te parler. C'est les statistiques. Tu sais, à un moment donné, tout le monde ne peut pas avoir un Oscar. Puis même, tu sais, il y a souvent du monde qui sont comme cette année-là, ça aurait dû être ça qui est nominé. Ben là, c'est comme c'est plus que ce qui laisse entrer en nomination. Ça se peut juste pas. Je comprends, tu sais, je comprends. It's the thought that counts, mais à un moment donné, ça donne tellement rien de s'arracher la chemise pour ça parce qu'à un moment donné, il va juste avoir une affaire qui va gagner. Puis ça risque de ne pas faire plaisir à tout le monde. Puis c'est semi-pas grave. On s'en tabarnak généralement de ce qui se passe. Tu sais. Fait que, bref, c'est ça. J'ai quand même, je sais pas si je vais le regarder cette année. C'est sûr que un des plaisirs que j'ai de regarder les Oscars, c'est de regarder avec d'autres gens. Donc, une chose qui je n'ai pas fait l'année dernière ni cette année. Qui ne pourra pas arriver cette année. C'est ça, je pense que c'est le fun. Là. C'est comme un petit party pour le monde qui regarde les films. Puis l'autre affaire, beaucoup de monde cette année qui sont comme je m'en fous parce que j'ai pas vu aucun des films parce que les cinémas sont fermés. Une chose que j'ai constatée, c'est que le monde dit toujours ça à propos des Oscars. Ouais. Même quand les cinémas sont ouverts. Mais quand les cinémas sont ouverts puis tu as un calendrier de sortie, tout ça, il y a un buzz qui se crée automatiquement. Puis là, soudainement, on va voir Green Book. Puis le Green Book fait beaucoup d'argent. C'est ça. Puis ça, c'est intéressant aussi de voir le buzz se créer quasiment de façon organique, dans le sens que, oui, ils peuvent parler aux nouvelles ou dans un talk show de Judas and the Black Messiah, mais il est juste dans ta TV, puis il faut que tu fasses le move d'aller le chercher. Puis ça, je pense que c'est un peu, dans un sens, plus dur que de te lever puis d'aller au cinéma. Parce que te lever puis aller au cinéma, c'est un choix actif que tu fais. Parce que passivement, entre tous les films qui existent sur la Terre, c'est quoi les chances que tu vas choisir Judas and the Black Messiah? Ouais, c'est ça. Une sortie, tu sais. Ça versus aller dans un tunnel de divertissement comparé à sur quelle tuile je pèse pour avoir une affaire qui va me divertir vendredi soir. Une gratification instantanée, exact. Tu sais, là, il faut que je l'écoute une 16e fois, The Office. Là. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, je peux comprendre pourquoi les gens... Mais en fait, tu sais, je comprends tout le monde. Toutes les opinions de tout le monde sur les Oscars font du sens parce que dans le fond, ça veut rien dire. Fait que tu peux avoir les opinions que tu veux. Puis tout ça est legit. Absolument. Je supporte vos opinions à la maison sur les Oscars. Faites ce que vous voulez. Même si mon opinion, c'est comme pas assez blanc cette année. Je supporte la majorité des opinions que vous avez sur les Oscars. Tu vois, c'est comme ça qu'on se met Teflon, mon cher. C'est comme ça qu'on se met Teflon. Je comprends. Avant qu'on passe à nos reviews de films de la semaine, j'aimerais ça inviter les gens. Si vous appréciez les voyeurs de vue, vous aimez les voyeurs de vue, on vous invite premièrement à parler des voyeurs de vue à votre ami, à votre proche qui aime le cinéma. Comme ça, vous pouvez l'écouter tous les deux et en parler. Et sinon, si vous ne voulez pas gosser votre proche avec ça, vous pouvez aller nous écrire une review sur Apple Podcast, sur différentes plateformes. Et quand vous faites ça, puis vous donnez 5 étoiles, ça donne un peu plus de visibilité à l'émission et ça nous aide justement à monter, à être plus visible, à prospérer plus, à pouvoir... voir plus de films et pouvoir plus vous servir, vous, avec nos opinions. Bref, ouais, c'est ça. Alors, je vais y aller avec un de mes films de la semaine. J'ai quelque chose de vraiment gros. J'ai vu sur Amazon Prime, vu qu'il est disponible là, samedi, j'étais comme, OK, qu'est-ce que j'écoute? Je me suis laissé tenter. J'ai décidé d'écouter Chick Fight, Alex, réalisé par Paul Layden, qui est un Australien, et qui est produit par... Ekaterina Baker, qui est une des femmes, qui est une dame qui, avec son mari, a été dans les nouvelles dans les derniers mois, car elle a pris un hélicoptère dans le nord du Canada pour se faire vacciner avant le temps, pour aller dans un village et se faire vacciner avant que ce soit à son tour, dans une communauté des Premières Nations, si je me souviens bien. Ben, elle est partie de Vancouver dans un hélicoptère privé. Oui. Dans une petite communauté, tu sais, de comme
j'invente ça, mais mettons 1500 personnes, là, genre, dans le nord de la Colombie-Britannique pour comme aller se quêter un vaccin avant tout le monde. Fait que bref, une personne qui a beaucoup d'argent, qui est très cool, produit, ça fait, puis aussi un petit rôle dans ce film qui s'appelle Chick Fight, qui met en vedette Malin Ackerman. C'est Joseph Downing qui signe le scénario. Le tout met en vedette Malin Ackerman, qui, comme dans tout ce qu'elle fait, elle donne 110%. Moi, j'aime la comédie, j'aime les sitcoms, j'aime les comédies de situation, et il y a quelque chose que j'affectionne particulièrement, c'est les sitcoms et les propositions humoristiques qui sont drivées par des personnages féminins, par des femmes, parce que c'est triste que ce soit comme ça, mais des clichés narratifs et humoristiques que j'aime sont encore neufs quand des femmes sont aux commandes. Parce que souvent, quand des femmes les incarnent ou des femmes sont derrière ou les réécrivent, tu peux tourner la boulette d'une façon différente, puis là, tu as un nouveau take sur quelque chose. Fait que c'est ça qui me fait que j'aime beaucoup des propositions comme ça, mais je suis là pour vous dire que Chick Fight n'est pas cela. Chick Fight, ça met en vedette Malin Ackerman dans le rôle de Anna Wincombe, qui est une dame dont la vie ne va pas bien. Elle n'a plus avec son chum. Son coffee shop est en train de tomber à la ruine. Elle est sur le point de se faire mettre à la porte de son appartement. Son char, il y a sa bout de Denver dessus. Parce qu'elle n'est pas capable d'être décisive ou d'avoir le drive dans la vie. C'est pas exactement clair, mais une de ses amies, qui est policière, décide de l'amener dans quelque chose qui va lui donner de la drive, qui va lui donner du guts. Elle l'amène dans un genre de fight club entièrement féminin, souterrain, et dans lequel, à travers la bataille, elle va trouver de la drive et de l'amour-propre et de l'estime d'elle-même, mais n'est pas assez bonne n'est pas encore vraiment bonne pour se battre. Alors, elle trouve un mentor qui va la coacher pour apprendre à se battre, qui est joué par Alec Baldwin, qui va devenir son coach. Du look de la plupart de ces scènes ont été tournées sur maximum 3 jours au même endroit, à 2 endroits différents. Alors, puis c'est une prémisse sitcomesque qui pourrait être son propre show. Tu pourrais imaginer, c'est comme un genre de Glow ou de Orange is the New Black, de ça. Mais, comme je te dis, l'affaire qui m'intéressait vraiment, c'est que des propositions un peu vétustes peuvent être renouvelées avec un point de vue féminin ou une approche féminine à ces affaires-là. Ben, comme j'ai dit, ça, c'est pas ça pantoute. Le script, puis les jokes, puis tout ce qui se passe dedans, on dirait vraiment que c'est un vieux script début 2000 que Will Ferrell puis Vince Vaughn auraient joué dedans, genre, puis que Todd Phillips le réalise après Old School, là, c'est de cette époque-là, de comme, hey, c'est cool, on se bat, puis est-ce que c'est weird qu'on se bat? Mais là, c'est toutes des dames qui se battent dans un fight club, puis tout le monde est en leggings et en brassière sportive. C'est couché dans du girl power, vraiment de pacotille pas bon, pour faire comme les femmes sont empowered grâce au Fight Club. Mais les jokes sont toutes vraiment mauvaises. Une affaire qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de personnages gays dans le film, mais tu vois que les personnages gays sont juste là pour faire des jokes de personnages horny, crasses, que tu peux imaginer une époque qui aurait été jouée par Jack Black ou quelque chose de même. Mais là, c'est un personnage gay qui dit comme est-ce que j'aime sucer des battes, puis des affaires comme ça. Fait que dans le fond, c'est la représentation, c'est le fun quand c'est plus important, quand tu le remarques plus. Mais dans ce cas-là, t'es comme OK, vous avez juste pris votre genre de script de jambon de 2002 et là, vous avez dit tous les personnages sont des filles, puis si c'était bon, ça serait cool. Mais là, tu vois que c'est juste une excuse pour ça. C'est vraiment, vraiment terrible. Bella Thorne aussi ajoute dedans dans le rôle d'une dame super hot qui est la méchante qui veut acheter le Fight Club pour le revendre ou je ne sais plus quoi. C'est terrible et je ne le recommande pas à personne, à moins que vous avez un 97 minutes
brûlé puis que vous voulez que Alec Baldwin soit là pour 9 de ces minutes-là? J'ai une question de joke. Dans le fond, Oui, il y a une vas-y. joke que j'imagine Ouais. qui fait partie de ce film et je voudrais savoir si elle est dedans. Donc, là, j'imagine une scène où Alec Baldwin est comme fesse-moi, tu peux me fesser. Genre, tu vas voir, moi, je suis un bon boxeur, fait que si tu me fesses, ça fera même pas mal. Puis là, maintenant, Ackerman le punch dans le nez, vite, rapidement, sans crier gare. Puis il fait Ow! Pas comme ça! Ow! Ça fait tellement mal! Puis là, il saigne du nez, genre. Y a-tu une scène comme ça où elle punch quelqu'un, elle se fait dire de puncher quelqu'un, puis elle le fait, puis la personne regrette? Il y a pas ça, mais je te dirais que c'est dans le registre comique de deuxième idée de blague la plus évidente au monde. Il y a beaucoup de ça. Là. Mais tu sais, en tout cas, c'est vraiment terrible, mais tu sais, il y a vraiment beaucoup de. C'est des dudes qui ont écrit ça, tu sais, vraiment des frat boys qui sont comme Ah, les femmes vont trouver ça cool, c'est empowering. Mais nous autres, on va pouvoir regarder les dames en brassière sportive. C'est cool. Regarde. Moi, je suis un gars qui aime ça regarder des dames en brassière sportive. Fait que je suis capable de les spotter. Je sais que vous êtes des creeps. Je suis le même genre de creep. Faites-moi pas croire que c'est pas une affaire que c'est pas. Moi, j'ai regardé cette semaine sur Criterion Houseu de 1977. Oui, tu continues ton périple coréen sur Criterion. Ben, en fait, non, Houseu, c'est japonais. C'est un film. Puis en fait, c'est même pas un film qui expire ce mois-ci. C'est un film que. En fait, c'est un film dont j'avais beaucoup entendu parler, que je n'avais jamais vu. Je vais checker le nom du réalisateur. C'est Nobuhiko Obayashi. Un réalisateur qui a quand même été prolifique puis qui est décédé l'année dernière. Son dernier film a joué à Fantasia en 2019. Fait que c'est quand même un réalisateur qui a continué. Là, puis ça, c'est 77, Houseu. C'est un film que, pour l'histoire, là, le making-of du film, c'est que Jaws avait été un gros succès. Donc, le studio ont demandé à Obayashi, peux-tu nous faire un film comme Jaws? On notera que ta copine et auditrice des Voyeurs de Vue, Marie-Lise Amelin, aime ça, un film de créature. Oui. Aime un film de créature. Et par là, tu as une grosse créature animale, pas. C'est pas un personnage entre chien et loup qui appelle des femmes des créatures. Non, c'est ça. C'est particulièrement, mettons, les requins, les gros dinosaures, les gros reptiles en général. Mm-hmm. Et Obayashi est allé voir sa fille qui avait 10 ans. Puis j'imagine qu'il avait vu Jaws avec. Puis là, il a dit qu'est-ce que ça t'a pensé, Jaws? Puis elle, vu qu'elle avait 10 ans, au lieu d'inventer une histoire qui avait rapport avec une grosse créature, elle a juste commencé à parler des choses qui lui faisaient peur, des choses, les cauchemars qu'elle faisait, genre. Fait qu'Obayashi et sa fille, qui s'appelle, je crois, Maru Obayashi, ça se peut-tu? Non, Shigumi Obayashi, je suis totalement perdu, ont déterminé l'histoire de House. House, qui est un film à propos de 5 jeunes filles, jeunes écolières, qui s'appellent Gorgeous, non, ils sont 7 en tout. Gorgeous, Prof qui est la nerd, Melody qui aime la musique, Kung Fu qui fait du Kung Fu, Mac qui aime manger, Sweet qui est juste bubbly, genre, et Fantasy qui fait juste être tout le temps dans l'une. Fait que déjà là, les filles, ça c'est leur nom. Là, ils décident, eux, d'aller. C'est le spring break, là, genre. Fait qu'ils vont. Ils sont supposés aller dans un genre de bed and breakfast avec leur prof qui s'appelle Monsieur Togo. Et c'est supposé aller en vacances chez la sœur de M. Togo, mais la sœur de M. Togo, finalement, est enceinte. Fait que M. Togo ne peut pas les amener à son affaire. Fait que Gorgeous appelle sa tante, Auntie, qui s'appelle juste Auntie, puis qui, elle, a aussi une auberge. Et elle dit, moi et mes amis, on va venir à ton auberge, Auntie, ça va être ça. Je préfère aller là à cause de ça. Fait qu'ils vont là-bas et c'est une maison hantée, I guess. C'est très difficile de décrire House, là, parce que là, genre ce que je t'ai décrit so far, ça a l'air d'un film normal. Mm-hmm. Mais c'est un film qui fait tout. Fait que, tu sais, des fois, ça a un vibe de Scooby-Doo, honnêtement. Là. Tu sais, le ton est Scooby-Doo-esque. Mais c'est aussi, tu sais, comme parfois vraiment violent. Il y a une peinture de chat sur le mur qui vomit du sang. Tu sais, souvent, c'est dans des genres de kaléidoscopes de couleurs, tu sais, puis genre un peu des affaires de Benny Hill, les gens courent vite.
sais, c'est un film d'horreur, mais avec aucune limite de ton ou de possibilité. Tout se peut dans House. Est-ce que ça se voulait comme tout comme Jaws, un genre de blockbuster pour tout le monde au Japon à cette époque-là? Là? Et ça l'a été. La chose qui est la plus weird, c'est que c'est crissement weird. Là. C'est un film vraiment strident et expérimental au niveau de tout peut se passer à tout moment. Et c'est très. Je pense qu'on parle souvent du langage des rêves au cinéma. Le monde va dire David Lynch fait des films qui sont comme des rêves. Mm-hmm. Mais tout ce que ça veut dire, c'est comme bon, mais les affaires ne sont pas vraiment conséquentes. Il arrive des affaires par rapport, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. House, c'est comme, j'ai rêvé que tu étais là, tu étais toi, mais là, tu es devenu quelqu'un d'autre. Puis là, le piano, il respirait. Puis là, le chat est arrivé et il nous a dit, il faut aller acheter du melon d'eau. C'est vraiment comme quand tu rappelles un rêve par rapport à quelqu'un puis tu le dis à voix haute, tu le verbalises. House met ça en image. C'est le plus proche, pour vrai, qu'un film n'est jamais venu pour moi de mettre en image la logique et un peu le ton cartoonesque d'un cauchemar qui n'en est pas vraiment un. Ben, je sais pas pour toi, mais moi, je rêve souvent des affaires vraiment banales, genre je passe la tondeuse, j'ai un rendez-vous, ou passeport, ou des affaires de même, tu sais. Mais quand je rêve à des affaires fucked up, j'ai très rarement des cauchemars. Puis souvent, c'est plus comme des affaires weird, genre, puis là, soudainement, ben, mon frère avait plus de mains, mais c'est correct parce que ses mains, c'était partie d'une business. Puis là, on est allé à la business, puis là, c'est ça la logique de House, un peu. Puis éventuellement, oui, ça tombe dans des... c'est tout de même plus restreint dans le sens que c'est comme un film d'horreur de possession de fantômes, là, à la base. C'est tellement dur à décrire, honnêtement. Là. Puis, il y a beaucoup d'analyses, puis bien sûr, là, les gens ont parlé à Obayashi de ça après, puis lui, il a expliqué que c'est un film aussi à propos de... parce que Obayashi venait de Hiroshima, puis quand il était un enfant, ben, il vivait à Hiroshima quand il y a eu la bombe atomique. Fait que, lui, il parle un peu aussi du fait que, comme les fantômes, les amis de jeunesse, apparemment, tous ses amis sont morts. Tous ses amis d'enfance sont morts, il était le seul qui restait. Puis il fait un peu passer ce genre, c'est un peu comme les névroses et les anxiétés d'un enfant sont dans ce film-là. Une des choses importantes, c'est que Gorgeous, elle a une nouvelle belle-mère. Mm-hmm. C'est une affaire très enfantin. Les pianos mangent les mains, le chat. Il y a beaucoup d'affaires. En tout cas, c'est très, très dur à décrire, honnêtement. Je pense que c'est pour ça que je pense que je ne l'avais jamais regardé. Tout le monde t'a dit c'est fucké ce film-là, c'est vraiment weird. Puis moi, j'étais comme, ouais, tout le monde me dit tout le temps que les films sont fuckés, genre, ça veut rien dire, c'est juste quelque chose que le monde me dise. Fait que j'attendais de trouver un moment propice pour le regarder. Puis pour vrai, c'est un film extrêmement. C'est le film le plus weird, le plus accessible que je peux pas imaginer. N'importe qui peut regarder ça, puis va en tirer quelque chose de quelconque. C'est dur de parler. J'aurais dû un peu plus mettre mes pensées en ordre avant de parler de House. Parce que c'est vraiment. C'est un réel free-for-all de ton, d'humour, d'éléments de narratif, tout ça. Puis, tout le monde devrait regarder ce film-là, pour vrai, parce que je pense que, dans un sens aussi, ça déborde des affaires dans ta tête. On va peut-être en parler tantôt, quand on va parler de To the Wonder, qui est un film qui est essentiellement aucunement narratif. Mm-hmm. Il n'y a pas vraiment d'histoire, puis il n'y a rien il n'y a pas de logique interne des personnages ou whatever. Il n'y a pas ça dans House non plus, mais disons, c'est pas mal moins plate que To the Wonder. Puis aussi, le débit d'idées, de jokes, juste d'éléments est tellement rapide que c'est comme impossible de ne pas embarquer là-dedans. Pour vrai, je peux pas imaginer. C'est peut-être le seul film que je comprends pas que quelqu'un je peux pas imaginer qui aimerait pas ce film-là, dans le fond. Ça se peut que ça ne vienne pas de chercher pareil que tout le monde, mais c'est comme indéniable le niveau et le débit des idées dans ce film-là. Un film où ce que tout se peut, littéralement et figurativement. Ça peut aller n'importe où, ça peut aller n'importe comment, puis c'est implicite que tu vas le suivre, le film. Puis ça, je trouve ça très... c'est très créatif, c'est très inspirant. Mm-hmm. Puis aussi, le film est très drôle et très le fun. Fait que c'est...
Hein, je recommande ce film House. Il est dans le Criterion Collection, fait qu'il ne va jamais expirer. Fait que vous n'êtes pas obligé de le regarder avant la fin du mois de mars, contrairement aux autres films que je recommande ici aux voyeurs de films. I'm thirsty. I want a beer. What about you? You want a beer? On a pris une petite pause, mais là, on revient pour vous parler chacun. On a chacun écouté notre deuxième film de la semaine. On a écouté le même film. Alors, c'est comme un programme double cette semaine au voyeur de vue, n'est-ce pas? Oui, avant, on faisait plus souvent ça, vu qu'on doit suivre le cours des liens des voyeurs de vue. On le fait moins, mais là, c'est arrivé un peu par accident, en fait. J'avais pas vraiment l'intention de regarder ce film-là plus que d'autres films. Mais, guess what? Il expirait sur Criterion à la fin du mois. Donc, j'ai décidé de le regarder. Donc, on a regardé Badlands de Terrence Malick, son premier film, un film que je n'avais jamais vu. Ah, moi non plus. C'est ça. Puis c'est weird que je ne l'avais jamais vu. Je pourrais pas te dire pourquoi. T'sais, j'ai déjà parlé au show de... Des fois, il faut se garder des affaires. Regarder juste des classiques, des choses que tu devrais avoir vues un après l'autre, ça brise un peu le concept des must-see. Si tout ce que tu regardes, c'est des must-see, ben, ton échelle change avec ça. Fait que j'ai décidé de le regarder. Je l'ai regardé en fin de semaine. En partie parce que, bon, je savais qu'on allait pouvoir en parler avec le film de la semaine, mais aussi simplement parce que je ne l'avais jamais vu. Mais avant de commencer à parler de Badlands, moi, la raison pourquoi je voulais l'écouter, c'est parce qu'on allait voir justement To The Wonder, qui est un film de Terrence Malick. Et je sais par osmose que Terrence Malick est un cinéaste américain important. C'est drôle parce que j'avais jamais vu aucun de ses films, mais j'avais une idée de son style par osmose de pop culture, de ce qu'il fait a comme l'air d'une parodie de ce que quelqu'un pense de c'est quoi un film fancy expérimental. Il y a plein d'affaires là-dedans. Puis là, moi, je me suis dit comme, regarde, si je peux écouter mon premier film de Terrence Malick, je sais que ceux qu'il a fait dans les... Il a arrêté de faire des films pendant un bon bout. Puis... pendant 20 ans. Pendant 20 ans, puis quand il est revenu, il a fait une batch avec des gros leading men d'Hollywood, des grands acteurs, des grandes actrices, et puis ce qui était raconté au sujet de ces films-là, ce qui n'était pas si bon que ça. Fait que là, je me suis dit, si je peux commencer avec l'œuvre de ce géant-là, je vais au moins commencer écouter son premier qui est vu comme un de ses meilleurs avant de progresser justement à quelque chose qui est moins reconnu. Puis je voulais commencer justement avec Badlands qui était justement sur Criterion. Oui, donc Terrence Malick qui est... Bon, tu sais, on va parler de la carrière entière de Terrence Malick. Tu en as parlé un peu, mais il était comme un jeune prodigue dans les années 70. Il était comme un peu comme sorti de nulle part. Là, je pense... En fait, il était un protégé de Arthur Penn. Arthur Penn, qui est le réalisateur de Bonnie and Clyde, ce qui est intéressant quand tu penses à Badlands. Hein, mais oui, absolument. On en reparlera tantôt. Mais, il y a comme un axe. Il y a un axe Bonnie and Clyde, Badlands, Natural Born Killers, à travers tout ça. Là. Pour moi, genre, sérieusement, Badlands, c'est comme l'anti-Bonnie and Clyde. Là. C'est vraiment arriver et faire non. Tu sais, c'est... T'sais, si, mettons, Bonnie and Clyde, c'est le prog, et ben Badlands, c'est le punk. C'est genre, non, il faut faire le contraire de ça. T'sais. Mais, non, c'est ça. Terrence Malick, Badlands, son premier film, après ça, il l'a suivi avec Days of Heaven, avec Richard Gere, qui est aussi vraiment fucking bon. Puis là, il y a une période de 20 ans où est-ce qu'il ne travaille pas et il n'y a pas de photo de lui. Personne ne sait de quoi il a de l'air. C'est un genre d'ermite. Quand il est revenu en 98 avec The Thin Red Line, la mythologie là, derrière Terrence Malick était incroyable. C'est pour ça, The Thin Red Line, que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas vu. Peut-être qu'on devrait s'y attaquer un jour. Ben, ça serait probablement facile parce que tous les acteurs dans The Thin Red Line sont des gros acteurs. Ouais, il y a comme le 7e dude en arrière, c'est Jim Caviezel. C'est comme tout le monde est un nom. Il y a une scène, puis vous allez m'excuser, je ne me souviens pas si c'est George Clooney ou John Travolta. Il y a une scène où la caméra parcourt un champ avec une rivière dedans. Il y a un bateau qui passe et dessus, il y a soit John Travolta ou George Clooney qui parle. Puis tout ce qu'il fait, c'est juste passer dans le shot, dans le bateau. Fait que il y a une ligne, 2 lignes peut-être. Mais ça, c'est parce que tout le monde voulait travailler avec lui parce que c'était un genre d'ermite. Puis je pense que tout le monde se disait
je ne sais pas si je vais pouvoir encore... c'est peut-être ma seule chance. Comme on va voir par la suite, cette attitude s'est répétée dans la carrière de Terrence Malick. Après ça, après Thin Red Line, c'est The New World. Encore un film que je n'ai pas vu avec Colin Farrell. Christopher Plummer, me semble, dedans aussi. Après ça, Tree of Life, qui est à moitié comme une gogosse en CGI de dinosaures et la moitié film avec Brad Pitt et Sean Penn. Et là, arrive la trilogie, arrive To the Wonder, le film dont on va parler tout à l'heure, mais To the Wonder et la trilogie de ce que j'ai appelé sur Letterboxd, les films de gens qui se roulent par terre. To the Wonder, Night of Cups et Song to Song, qui sont des films là qui deviennent super expérimentaux, très improvisés, très peu narratifs, tout ça. Puis là, si je comprends bien, depuis ce temps-là, encore des films que j'ai pas vus, Hidden Life et The Way of the Wind, qui est un film de Jésus qui est sur le bord de sortir, après ça, deviennent un peu plus cordés, un peu plus structurés, écrits, tandis que il y a vraiment eu une période narrativement expérimentale au fond, qui commence avec, je pense, The Tree of Life. J'ai entendu dire que Hidden Life est tout de même vraiment bon, que ça raconte l'histoire d'un Allemand qui refuse de se joindre aux nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Puis je veux vraiment le voir. Puis je me l'avais mis comme dans ma liste, comme l'écouter pendant les fêtes parce qu'il est sur demande par Crave. Et il dure comme 3 heures. 3 heures, mais si je pourrais écouter un Justice League de Zack Snyder de 4 heures, là, j'ai pas de... Ben, tu sais, honnêtement, si tu pourrais écouter To the Wonder qui dure 2 heures, puis il se passe presque rien, tu peux regarder un film de 2h40 où il se passe des choses. Ouais, non, c'est clair. Fait que je peux écouter son 3 heures. Puis aussi, comme le méta-lien avec tout ça, aussi pour moi, c'est le lien Terrence Malick, Zack Snyder, parce que quand les premiers trailers de Man of Steel sont sortis, puis il y a beaucoup des images et même certains moments de editing dans Man of Steel qui sont très Terrence Malick-esque de voir la belle... regarde, Terrence Malick, tu payes un billet pour Terrence Malick, tu payes un billet pour voir des champs, pour voir de l'agriculture nord-américaine, du blé, puis tout ça. Fait que voir une belle contrée de blé éclairée avec la véritable lumière et aucun spotlight, puis tout ça, puis toute l'ambiance. Bref, ça faisait vraiment partie de Man of Steel. Fait que là, moi, je trouvais que c'était comme... En même temps, c'était comme le fun de louper parce que Zack Snyder a commencé à faire ses films de DC en Malick Face. Mais je pense que c'est absolument vrai. Puis tu sais, je pense que c'est même vrai dans un sens pour Michael Bay. T'sais, oui, c'est des vases communicants sans aucun doute. Là. En termes de ton et de ce que ça raconte, c'est allé aux antipodes. Mais le langage visuel, comme Terrence Malick veut pas, je pense qu'il détesterait cette idée, a beaucoup influencé les images de publicité. Oui. Tu sais, comme une annonce de char où est-ce que la caméra est plantée dans le blé, puis on voit le char passer vite, tu sais. Veut pas, ça, c'est ça que Terrence Malick fait, genre, tu sais. Dans Armageddon, là, quand tu vois des enfants en salopette courir dans une grange, puis que c'est du 100% pur Americana, là, c'est... ça, c'est du Terrence Malick, c'est juste que Michael Bay, il y a des angles plus funky, ou du moins, il va couper plus souvent. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Fait que, on va parler de Badlands en premier, évidemment, parce que c'est là que ça va apparaître. Tu veux-tu nous résumer, Yannick, un peu l'histoire? Il n'y en a pas tant que ça. Mais pour un Terrence Malick, il y a de l'histoire en tabarnak. Oui, en fait, ça, puis c'est ça que je trouve intéressant des 2 films que j'ai regardés, puis comment on va les comparer. On a la narration principale d'une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Holly Sargis, qui est jouée par Sissy Spacek. Les mêmes tons d'innocence et de jeunesse sont utilisés alors qu'elle joue ça. La jeune Holly qui n'a pas une bonne relation ou une relation comme moyenne avec son père qui est un peintre de pancarte. Oui. Et je peux pas joué par le grand Warren Oates. Oui. Qui est surtout reconnu, en tout cas, moi je le connais pour plein d'affaires parce que c'est un habitué des films suants.
Que Badlands en est un, d'ailleurs. Badlands, c'est un film ça, les amis. Beaucoup de sueur, oui, beaucoup de sueur dans Badlands. Qui est c'est ça, quelqu'un qui peint des pancartes que tu pourrais imaginer qu'il n'y a pas tant de job pour ça dans une ville, mais à cette époque-là, c'est différent. Et elle se lie d'amitié et par la suite d'amour avec Kit Carruthers, qui est qui est joué par un jeune Martin Sheen, qui a la coiffe de cheveux qui a fait la carrière de son fils Charlie, en ce qui me concerne. Par la suite, qui joue qui est un gars des années 50, c'est un peu... qui est un des gars de Grease, qui n'a jamais eu la chance d'avoir un Grease Lightning, dans le fond. Que lui, par exemple, il collectionnait des vidanges, il était un éboueur, et qui était aussi... que ça, c'est une affaire qu'il nous raconte plus tard dans le film, parce que justement, tu sais, c'est pas raconté à côté au début, qui était à la guerre un peu, puis qui ressemble à James Dean en masse. Mm-hmm. Lui tombe en amour, ou du moins en intérêt, avec Holly, puis là, il la convainc de sortir avec. Ils ont une relation qui, au début, semble chaste et après n'est plus autant chaste, mais ça ne semble pas changer le couple aucunement de cette consommation de passion. Et lui décide de s'en aller avec elle et de prendre une voiture et de partir avec elle. Et s'il y a des gens qui s'opposent à ça, il va les descendre, il va les tuer avec un revolver qu'il a. Et les deux vont être on the road, ils vont se sauver, ils vont commettre des larcins, mais pas tant que ça tout de même. Et ils vont aussi tuer le monde qui sont dans leur chemin de façon pas vraiment compréhensible, mais ça, c'est une structure narrative vraiment des amants qui sont sur la route, qui se cachent dans le bois, qui vont dans une maison pour voler de la bouffe, qui font ci, qui font ça. Et vu que, grâce à la pop culture, on est habitué à cette structure-là, puis on sait de quoi cette histoire-là a l'air, on est vraiment plus dans l'intérieur de ces personnages-là, puis leurs émotions, puis comment c'est de vivre dans le bois avec eux autres, puis comment c'est ci, puis comment voler le char puis se promener dans le désert pour toujours. Et c'est pas mal ça, Badlands. C'est un trip émotionnel. Non, pas nécessairement émotionnel, mais quasiment rêvé, texturé dans le désert, puis voir le beau coucher de soleil avec eux autres, même s'ils viennent de tuer quelqu'un. Là. Ben, c'est ça. Moi, je te dirais que, tu sais, esthétiquement, ce qui se passe, c'est que on a des paysages très évocateurs, tu sais, une réalisation très belle, mais on voit des choses très laides et on voit aussi des personnages qui ont, tu sais, tu as parlé du voyage émotionnel, qui ont en fait très peu d'émotions et qui ils changent très peu. C'est pour ça que je disais que c'est un peu le contraire de Bonnie and Clyde. Tu sais, Bonnie and Clyde, c'est vu comme romantique, tu sais, c'est romancé, c'est contre-culturel des voleurs de banque, tu sais, ça va contre le cours de la société, mettons. Ouais, puis t'es de leur bord, puis c'est ça, c'est des... Ils sont punk. Tantôt, j'ai utilisé le contraire mais tu sais, ils sont punk, là, ils sont comme... Puis on est supposé voir ça comme, c'est si romantique, puis ça va tellement à l'encontre de ce qu'on s'attend de la société. Puis Badlands, sur papier, c'est ça aussi, mais tu sais, comme, je ressens aucune passion dans leur relation. Leur relation est très, bébé, genre très, très en surface. Puis les deux, ils sont comme, ils ont clairement comme un âge mental moindre que leur vrai âge. Ils sont un peu comme ils jouent comme des enfants. C'est un peu comme jouer pour eux autres ce qu'ils font. Martin Sheen, souvent. Ils se construisent même une cabane dans le bois. C'est ça, ouais. Puis Martin Sheen, il traite tout le monde qui tue comme juste comme je suis tanné, je veux plus jouer avec toi. Bang! En ne pensant jamais vraiment aux conséquences de ses actes. Évidemment, il pense, mais c'est toujours moins grave que de se débarrasser d'une affaire nuisible qui se passe à ce moment-là. Puis ça, c'est contrasté avec des vraiment belles images, de la musique vraiment chill de xylophone. Puis comme quelque chose de très comme flottant et une vibe de coucher de soleil, là, genre. Mais un film qui contient des choses super violentes et glauques, qui n'est pas le fun. Je veux dire, premièrement, le personnage de Steve Spacek a comme 14 ans, genre.
elle est comme au secondaire, puis lui, il est beaucoup plus vieux qu'elle. Ouais, il y a comme 20-25. Là, moi, je pense qu'il il y a à peu près 10 ans de différence. Tu sais. Puis, fait que ça, techniquement, c'est glauque, mais les deux sont tellement comme déconnectés de la vie, tu sais, puis pas synchro avec ce qui se passe autour d'eux, que c'était jamais comme ah, ceci est genre glauque et un crime ou tu sais, c'est vraiment juste comme ben Chris, ce monde-là, il ne fit pas dans la société. Mais contrairement à Bonnie and Clyde, la façon romancée pour eux de s'intégrer dans la société, c'est pas romancé et cool qui s'intègre dans la société en tuant du monde. Tu sais, c'est pour faire un lien avec Con Air. Tu sais, à un moment donné, le personnage de Steve Buscemi, il est comme travailler toute la journée dans un bureau, dans un job taillé, puis c'est moi qui est fou. Ouais. Ben, Kit Carothers, il dit ça, mais à un moment donné, tu sais, il dit comme l'autre monde, ils sont fous, puis là, Sissy Spacek, il dit comme ouais, mais tu penses pas que c'est. Tu sais, elle dit comme le contraire, puis il est comme ah ouais, t'as peut-être raison. Le peu de raison qu'il y a pour faire ça, ben, c'est vraiment, vraiment variable. Puis l'affaire, tu sais, léger spoiler, c'est comme ils se font pogner à la fin. Le seul moment que Kit Carothers a l'air de fitter dans la société, c'est quand il se fait pogner puis qu'il est menotté par les polices. Puis il parle aux polices comme si c'était ses best buddies de shot qu'il connaissait depuis des années. Et les polices sont comme Kit, t'es incorrigible. C'est un esti de coquin, Kit. En tout cas, bonne chance. Ouais, mais c'est ça. Je trouve que, mettons, Terrence Malick a un rapport extrêmement weird au romantisme, à l'amour et à la romance. Tu sais, que ça ne va pas en s'améliorant nécessairement dans son œuvre. Puis je regardais sur Letterboxd aujourd'hui, il y a du monde qui trouve que To the Wonder, mettons, c'est fucking romantique. Ce que je trouve absolument coco banane, mais ça se peut, tu sais, je veux dire. Badlands aussi, c'est ça, ça a l'apparence d'être quelque chose de comme cool et romantique et contre-culturel et rebelle et tout ça. Mais en réalité, c'est juste comme vraiment triste et poche. Qu'est-ce qu'ils vivent? Ouais, c'est deux weirdos, puis tu devrais pas vouloir être eux autres. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de cet aspect-là, puis tu les vois comme visiter comme une maison de quelqu'un qui est vraiment riche. Il va visiter un de ses anciens amis qui a travaillé avec, puis ça se finit très mal. Puis à un moment donné, ils font juste se promener dans le désert vraiment fucking longtemps, puis ils racontent qu'ils mangeaient le peu de foin qu'ils trouvaient pour survivre. Tu sais, c'est ça, c'est jamais montré vraiment cool, puis t'es juste dans un genre de promène dans les plus belles cartes postales des États-Unis que t'as vues dans ta vie, mais en même temps, ils sont tellement isolés puis sont minuscules dans des tableaux énormes, mais en même temps, ben c'est comme tu as dit tantôt, tout ça c'est tellement beau, mais eux autres, qu'est-ce que c'est laid ce qu'ils font. Mais en même temps, le film n'essaye pas trop de faire comme mon Dieu, c'est terrible ce qu'ils font. Tu vas rarement voir quelqu'un. Tu vas pas voir quelqu'un qui pleure pour une personne qu'ils ont tué ou des affaires comme ça. Là, il met pas son pouce à balance. Mais c'est ça, c'est parce qu'il y a très peu d'émotions point de vue de la réalisation. Tu sais, je veux dire, c'est pas larmoyant, puis il n'y a pas vraiment de c'est pas moralisateur non plus. Tu sais, il n'y a pas vraiment. Toutes les conclusions que tu vas tirer là-dedans, c'est certainement pas Terrence Malick qui les a données. Il est juste comme, check, voici une affaire, make of that what you will. Puis aussi, à cette époque-là, les films, dans l'époque post-Bonnie and Clyde, les films d'amoureux en cavale, de série B, il y en avait plein. Il y en avait le chier. Il y en a même un que j'ai déjà vu avec le gars qui joue le député qui se fait tirer. Là. Il s'appelle Alan Vint, l'acteur. Mais en tout cas, il est dans un film qui s'appelle Macon County Line, qui est un peu comme la version Roger Corman série B de ce film-là, d'un genre d'affaire d'amoureux en cavale, de foin, tout ça. Fait que il y a vraiment aussi, je pense que Malick est un peu en train de dire l'affaire que j'adore, c'est vous voulez un film commercial? Vous voulez un film commercial de monde qui tue du monde? C'est ça que vous avez demandé, bande de caves. Il y a un aspect branded to kill. C'est ça que vous m'avez demandé, le v'là. C'est ça, regarde, il y a des gommes dedans, gang de crise de cave. Il y a du monde en jeans puis des chars des décapotables. C'est ça que vous m'avez demandé. Les amoureux, regarde, ils vont tuer du monde, mais ils vont se sauver dans le bois. Puis il va y avoir des genres de chuchotements télépathiques de la forêt que vous n'allez pas savoir c'est quoi. Puis c'est ça qui se passe maintenant. C'est ça.
Mais tu sais, je pense que moi, en tout cas, je sais pas, on n'a pas vraiment parlé de nos appréciations. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je trouve que c'est vraiment un film avec des idées complexes mais claires. Je pense que j'ai déjà parlé de ça au show, mais tu sais, comme il y a des films qui sont des films qui seraient faciles à enseigner. Si j'enseignais un cours sur le cinéma, Badlands, ça serait comme facile à enseigner. Puis ça, je pense que c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire que c'est simplet ou que ça tire des conclusions facilement. C'est juste que c'est comme les affaires complexes que Badlands fait sont faciles à expliquer. Puis ça, je trouve ça, c'est vraiment dur à faire, là, honnêtement. De créer, tu sais, comme tout un univers, tu sais, très peu narratif, honnêtement. Il y a très peu il n'y a pas du lore là, de Badlands. On ne sait pas de Kit, c'est quoi ses parents, puis tout ça. Puis c'est pas vraiment important. C'est un film qui est à la fois vraiment beau, mais à la fois aussi vraiment malaisant. C'est pas un bain chaud. Tu te perds pas dans le bain chaud de Badlands, mais en même temps, c'est quand même quelque chose d'apaisant dans un sens. C'est pas un style tapageur, agressif. Il y a un aspect de Badlands, de visuellement, de t'es peut-être sur le siège en arrière du char avec eux autres, puis là, tu vois le paysage, mais en même temps, comme tu tournes vers eux, puis c'est comme ah oui, ils sont en avant, ils sont malaisants, ces styles-là. Ouais. Tu veux pas chiller avec eux. Après ça, j'ai écouté True Romance, que j'avais déjà vu 100 millions de fois. Mais la musique de True Romance, c'est un hommage par Hans Zimmer, est un hommage direct à Badlands. C'est aussi de la musique de xylophone de même ou de marimba, je ne sais pas trop, là, de cet instrument percussif. Et j'étais comme, ah, maintenant que j'ai vu Badlands, peut-être que True Romance va me révéler des trucs. Puis finalement, je pense qu'avoir vu Badlands m'a fait moins aimer True Romance parce que j'étais comme, ah, True Romance, c'est juste comme aller, tu sais, en true Tarantino form, mais juste aller piger des affaires sans trop se questionner sur qu'est-ce que ça veut dire, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire de piger de cette affaire-là. True Romance qui est aussi un film d'amoureux en cavale, mais qui est très, très passionné, puis qui est très, très dans le moment présent, dans la passion, dans la fougue, tout ça. Tandis que Badlands, sans être frette visuellement, c'est extrêmement émotionnellement frette. Même si Badlands, je trouve ça hypnotisant, jamais je suis comme « Oh non, va pas là, fais pas ci », tu sais. Je me sens pas vraiment impliqué dans les actions que les personnages prennent. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas vraiment intéressant à regarder. Puis ça, je trouve que c'est une nuance qui est quand même difficile à atteindre là, avec un film. Somme toute, sur papier, en tout cas, qui est vraiment un film de genre d'exploitation avec un début clair et une fin claire. Tout ça. Mais c'est vraiment pas ça. C'est tout de même particulier parce que moi, j'étais vraiment... J'étais surpris à quel point je restais curieux du destin de ces personnages-là. Pareil. J'étais tout de même impliqué. Je suis comme, ah, qu'est-ce qui va arriver? Puis, mettons que Kit décide de ne pas tuer quelqu'un, j'étais comme content pareil. Ça, je pense que ça vient de même à son plus jeune, Martin Sheen est bon pour émettre un genre d'énergie ou de décence que tu veux être de son bord. Fait que, mais pour. Moi, j'ai bien aimé ça, mais tu vois, moi, ce que j'appréciais, c'est que. C'est l'idée, c'est que je connais déjà la shape narrative de cette histoire-là, de l'intrigue. Fait que là, je vois une version de ça qui est pas. Que justement, l'intrigue est à 1000 milles de loin. Je vois juste le outline de l'intrigue. Puis là, je peux juste être dans des genres d'émotions, puis de dire comme. La version action-aventure de Badlands, ça, c'est le bout de 5 minutes où il se cache dans le bois. Mais là, c'est un bout de 15 minutes où ce que là, tu le vois gosser le piège, puis toutes ces affaires-là. Fait que là, j'étais vraiment dans le détail ou le granulaire. Puis j'appréciais vraiment ça. Je trouvais ça que c'était vraiment bon. Puis un peu comme on a parlé dans des films, c'est peut-être pas une critique utile, mais moi, je voyais beaucoup de à quel point ça pourrait être plate, puis une place où tu peux t'enfarger puis débouler. Mais dans ce cas-ci, j'étais comme ça faisait juste flotter, puis j'étais là avec ces personnages-là, puis ce qui se produisait. Fait que j'ai trouvé ça vraiment bon à ce niveau-là. Mais tu vois, ça va être ça la différence
avec To The Wonder parce que je sentais que la structure était loin, mais je la connaissais, versus To The Wonder, où là, tu fais juste un free roaming moins intéressant. Mais j'ai bien aimé ça. Je trouve ça vraiment cool de la façon qu'il raconte son histoire. Ben, tu vois, c'est intéressant parce que je pense que, tu sais, on n'a jamais fait au voyeur de vue un film expérimental ou un vrai film d'auteur. Tu sais, souvent, on est comme, c'est plate parce que ce film-là est un film de genre qui n'aboutit pas dans ses affaires, tu sais. Mais quand on regarde un film comme Badlands ou To The Wonder ou n'importe quel film de Terrence Malick, tu sais, plate prend une autre forme. To The Wonder, dans la parlance populaire d'un film, la meilleure version de To The Wonder est plate, entre guillemets. C'est pas un film où il se passe des choses très intéressantes. Le style très expérimental et va directement à l'encontre en fait de ce qu'on s'attend d'un film. T'sais. Puis ça, même il y en a un peu dans Badlands. C'est une affaire qui déboule rapidement avec Terrence Malick, mettons. J'imagine s'il avait fait des films pendant les 20 ans qu'il n'en a pas fait, ça aurait peut-être été plus en étapes, mettons. Mm-hmm. Mais le 20 ans qu'il n'a pas fait de film, il a pensé en esti à son foin, là, parce qu'il est arrivé, puis là, il était comme... je veux redorer le blason du foin aussi. Ouais, quand lui, il voit un stationnement, que c'est juste de l'asphalte, là, il est comme en crise, il crache à terre, là, Terrence Malick, il est comme... C'est le contraire de du foin, je déteste ça. Il y a beaucoup de fat dans To The Wonder aussi, par contre. C'est vrai. D'accord, ça veut dire que le vrai contraire, ça serait la Lune. Fait que Terrence Malick déteste la Lune, car aucun foin ne peut pousser sur la Lune. Exact. Mais juste pour... To The Wonder est sorti en 2012. Mm-hmm. C'est un film qui met en vedette Ben Affleck et Olga Kurylenko, que je pense que la plupart des gens vont la connaître de Quantum of Solace. Mm-hmm. Et du film de Max Payne, peut-être. Elle a un film cette semaine qui vient de sortir là, sur Netflix. Là, ça s'appelle genre Vigilance. Sentinelle. Sentinelle, oui, parce que je pense qu'elle a fait beaucoup de films d'action depuis. Mm-hmm. Là, elle veut peut-être se recréer en tant qu'héroïne d'action. Je serais très curieux de la voir, surtout après ce film-là. Puis, ce qui se passe dans Into the Wonder, c'est Neil, qui est joué par Ben Affleck, tombe en amour avec Olga Kurylenko et puis ils tombent en amour ensemble, comme toujours ensemble, à Paris, et ils déménagent toutes les deux, ils amènent leur idylle en Oklahoma, aux États-Unis, et leur relation va moins bien. Ils se séparent. Leur vie prend différents chemins. Ils se rassemblent à nouveau pour se marier et leur épopée romantique continue. Et à travers tout ça, Javier Bardem joue un prêtre qui essaye de veiller à sa communauté, mais il veille aussi, il les rencontre toutes les deux à différentes étapes de leur mariage. Mm-hmm. Puis, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, des fois, quand je vous raconte un intrigue comme ça, c'est parce que je veux pas vous spoiler plus, puis vous allez voir comment l'intrigue va faire comme une boule de neige et grossir et devenir plus énorme et compliqué. Mais dans le cas de To The Wonder, c'est essentiellement ça. Mm-hmm. C'est ça qui se passe. Puis, pour faire mon lien avec Badlands, c'est de la même façon que Badlands, je pense à la structure de Bonnie and Clyde et d'amants criminels damnés. Mm-hmm. Puis ça me permet de raccrocher des bouts oniriques là-dessus sans que l'intrigue soit étoffée ou soit vraiment collée. Mm-hmm. Là, t'as comme un drame romantique un peu, je te dirais, pas trop gros en rebondissement, mais t'es entièrement dans la tête et les émotions des femmes dans la vie de Neil, parce qu'il y a aussi Rachel McAdams qui apparaît pour un petit bout pendant le film. Mais là, t'es vraiment plus largué, t'es vraiment plus à l'eau dans les émotions, puis la vibe de tout ça. Là. Mais c'est surtout Olga Kurylenko là, qui a le gros bout du bâton dans le film. Là. La narration, c'est elle. Mm-hmm. Puis, tu sais, la façon que c'est tourné et structuré, il n'y a pas vraiment de dialogue. Il y a très peu de dialogue. Tu sais, comme la caméra tourne toujours autour des personnages. La caméra est constamment en mouvement quand les personnages se parlent. Et
on n'entend pas nécessairement qu'est-ce qu'ils disent. Puis, ça a rapport un peu avec le style. Si j'ai bien compris de ce que j'ai constaté, parce que là, Terrence Malick a fait au moins 2 autres films avec ce genre de vibe-là, c'est que les acteurs ont des personnages, mais il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de script, il n'y a rien à dire. Ils vont quelque part et essentiellement, Terrence Malick leur dit « Arrêtez pas ». Faites tout le temps des affaires, puis moi, je vais tourner autour de ça. C'est tourné par Emmanuel Lubezki, a.k.a. Chivo, qui est un des grands directeurs photo qui est encore, en ce moment. Là, qui a fait The Revenant, qui a fait Birdman, qui a fait plein d'autres affaires. Exact. Puis comme, il travaille beaucoup avec Inarritu, puis Alfonso Cuarón, puis Tim Burton. Mm-hmm. Puis tu sais, ce que j'ai cru comprendre de tous les acteurs, c'est que tout le monde dit, à chaque jour, je ne savais pas qu'est-ce que je faisais. J'avais un personnage qui s'appelait ça, c'était ça ma relation avec ce personnage-là. Et là, il fallait comme improviser. Mais tu sais, comme tous les acteurs qui sont dans les films de Terrence Malick sont des acteurs qui sont capables d'être bons. Mais ce ne sont pas seulement des improvisateurs. T'sais. Ben Affleck, je pense pas que l'improvisation, c'est quelque chose qui est arrivé dans sa vie. Surtout pas improviser autre chose que des liners comiques, mettons. Mm-hmm. Fait que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est des chicanes ou comme, en fait, Malick tourne la chicane et les mamours exactement de la même façon. C'est pas mal juste ça qu'il y a dans le film. T'sais, soit du monde qui chicane, qui sont comme va-t'en, touche-moi pas, puis la caméra tourne autour d'eux, puis à tourner, ou du monde qui sont comme ah, je t'aime, puis là, ils se tiennent les faces proches, puis encore la caméra tourne là, puis souvent le monde se roule à terre. Ça, c'est une affaire que j'ai remarqué dans les 3, dans Night of Cups, c'est aussi Song to Song. Il y a des gens, les personnages sont souvent pas debout. Ils sont comme sur un lit ou dans Night of Cups, c'est Christian Bale, le personnage principal. Il se roule à un moment donné dans une piscine. Il est dans une piscine vide, puis il se roule à terre, tu sais. Puis ça, je pense que c'est une affaire, ça vient littéralement de l'instruction seule de Malick qui est comme arrête pas. À un moment donné, le monde sont comme je sais pas quoi faire. Ben, roule-toi. Fait, je pense que j'ai lu une entrevue avec Olga Kurylenko avant aujourd'hui pour ça. Puis elle disait que c'était vraiment plus comme danser que jouer. Honnêtement, comme parce que c'était très dans le mouvement. C'était pas beaucoup dans le jouer des émotions, jouer une histoire, jouer. C'était très dans le mouvement. Puis ça, je pense que c'est quand même une façon intéressante de faire un film. Mm-hmm. Une fois, tu te dis, ben, j'aimerais ça voir de quoi ça a l'air. Étrangement, Malick l'a fait au moins 2 autres fois. Fait que moi, je suis arrivé de ça un peu à la... Moi, j'ai vu les 2 autres. J'ai vu Night of Cups, puis j'ai vu Song to Song. Je présume que tu ne les as pas vus, Yannick. Non, je me rappelle avoir vu des photos de tournage de, je pense, Night of Cups. C'est celui-là avec Natalie Portman dedans? Non, ça, c'est Song to Song. Song to Song. Puis, la chose à dire que je regardais respectueusement ces photos-là. Ben, tu sais... Ouais, ben, tu sais, c'est la même affaire pour tout. Puis, tu sais, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est une façon complètement différente de faire un film. Puis, tu sais, c'est sûr que là, au voyeur de vue, on parle rarement de films, tu sais, de festivals européens, des affaires de même, tu sais, que moi, j'en vois quand même. Puis, cette approche-là, cette façon vraiment fluide et non narrative de faire un film qui est ostensiblement narratif, c'est très original. Mm. Mais ce n'est pas bon. Non. Ce n'est pas intéressant. Non plus. Et il y a juste une façon de découvrir comment quelque chose peut être intéressant ou pas, c'est de le faire. T'sais, fait que je vais être quand même généreux avec To The Wonder. C'est plus weird pour les 2 autres après. To The Wonder est un film beaucoup de vibe, de ton. C'est un film d'image. Sauf que à ce moment-là, je suis quasiment dans le camp de ça devrait être totalement abstrait. Ils ne devraient jamais se parler, ils ne devraient jamais, tu sais. Dans les scènes de Javier Bardem, il y a beaucoup de scènes de Javier Bardem qui se promènent et qui vont voir les gens qui vivent dans ce petit village d'Oklahoma. Parce que ça a l'air rough. Là. Le monde sont maganés et ils ne filent pas. Là. Puis il y a plusieurs shots juste de des maisons délabrées, dégueulasses, avec juste la musique. Puis, tu sais, comme un shot probablement sur un dolly très lent vers la maison, que je trouvais
c'était tellement beau, puis c'était tellement comme lourd. Juste de voir ça, tu sais, de voir comme une grosse maison qui est toute décrissée. Puis que le monde dedans, ils sont pas. Ils peinent Toutes à les vivre. affaires sont sur le perron, puis C'est comme, ça. qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi c'est de même? C'est ça. Puis, mais tu sais, juste là, ces shots-là, ça, j'étais comme, OK, juste ça, là, ça dit tellement d'affaires. La façon qu'ils gardent la shot longtemps, tu sais, il y a un léger mouvement peu perceptible, tout ça. Terrence Malick aurait pu faire un film essentiellement qui est To the Wonder, sans Ben Affleck, sans Olga Kurylenko, sans personne, qui est juste des caméras qui se promènent dans des quartiers poches. Quasiment juste comme rouler à travers Google Maps. Hein. Parce que ça, je trouvais ça disait beaucoup sur comme le désillusionnement américain. Ça parle à Badlands un peu, parce que c'est un peu les mêmes régions, tout ça. Ben, tu vois, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant parce que, premièrement, je trouvais que les segments justement de Javier Bardem qui se promènent dans des communautés qui sont défavorisées, ça, c'était le moment du film où que comme là, j'étais plus intéressé parce que voir comme quelqu'un que Javier Bardem joue un prêtre, un curé, qui semble avoir de la misère justement à avoir sa communauté ou sa foi, tout ça. Mm-hmm. Puis là, il va dans les communautés défavorisées pour leur donner de l'aide ou les rassurer et de voir toute cette texture-là malickienne, proche, au service de montrer comme quelque chose qui va vraiment mal, puis c'est peut-être comme un peu trop pour lui, ou ça s'en vient comme un peu trop pour le spectateur. Je suis comme, ah, OK, c'est là que ses skills à lui sont vraiment utiles puis qui parlaient le plus à travers ce film-là, parce que tu pars de deux personnes impossiblement belles qui se trémoussent à Paris, puis là, tu as quelqu'un qui est comme un quartier qui a vraiment de la misère en Oklahoma, puis là, je suis comme, OK, là, ça, c'est vraiment intéressant. L'affaire que je trouve vraiment intéressante du désillusionnement américain, c'est que dans mes reviews sur Letterboxd, tout ça, je faisais la joke comme Terrence Malick adapté dans une idée fiancée. Puis c'est comme une joke, mais c'est pas une joke en même temps parce que ce qu'on voit dans une idée fiancée, qui est une télé-réalité où des couples qui se sont rencontrés outre-mer ou par Internet, puis là, habituellement, il y a une des personnes qui vient vivre aux États-Unis pour se marier sur un visa, ce qui arrive à Olga Kurylenko dans ce film-là. C'est tout du monde qui sont comme « Yes, je viens vivre aux États-Unis », mais eux autres, ils pensent « Je m'en vais vivre à Los Angeles, je m'en vais vivre à New York, je m'en vais vivre dans une métropole américaine. » Mais dans ces shows-là, ils finissent tout le temps à vivre à une place en Oklahoma ou en Pennsylvanie ou en Floride, qui est une petite place qui soque. Ouais. Puis... Tu sais, leur maison, là, dans ce film-là, là, est tout le temps comme fucking vide avec des meubles à moitié bâtis, le peu de meubles qu'il y a. Puis ça, c'est exactement comme dans 90 Day Fiancé. Puis tu sais, elle parle de « j'ai pas d'amis ici, je connais personne ». Ouais. Cette maison que je pensais qu'elle allait être nice est ultimement vide et triste. Ouais. Fait que, il y a comme des gros statements émotionnels dans ce film-là qui sont tout de même forts. Je pense peut-être ça la force de M. Malick. Mais, ultimement, le film est tout de même long et plate. Ben, c'est ça. C'est que je pense que, moi, je suis le premier à tout en dire. Là, arrêtez de tout m'expliquer. Montrez-moi des affaires. Arrêtez de m'expliquer. Donc là, Malick, il est vraiment... Il a trop pris ça à cœur. Là. Il doit écouter les voyeurs de vue. Ben là, ça, c'était avant que... Ouais. ça fait 9 ans. Terrence Malick a fait comme, OK, Olga Kurylenko va tromper Ben Affleck avec Skinny Pete de Breaking Bad. Mais la première fois que tu vas voir Skinny Pete, il va lui donner un cadeau, puis il va immédiatement lui tourner le dos. Fait que tu vas même pas savoir que c'est lui. Puis un moment donné, 35 minutes plus tard, sans que tu l'aies vu encore, ils vont se rencontrer à un hôtel pour faire l'amour. Puis en fait, il est assis dans son pick-up et elle le voit. Là. Mais en tout cas, ouais. Mais c'est ça, mais tu sais, ça, genre, en théorie, là, moi, sur papier, ça, je suis down en esti. Oui, c'est super cool. Je veux pas nécessairement suivre la trail de breadcrumbs pour tous les éléments d'un film. Sauf que là, tu sais, trop, c'est comme pas assez. Pas assez, c'est comme trop. Tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, tu deviens comme... Là, ça fait 7 minutes que Ben Affleck et Olga Kurylenko se roulent sur le divan.
On comprend pas ce qu'ils disent, puis il y a un voice-over de Who are we? What is love? Are we capable of love as humans? Puis de la prétention. Puis c'est ça que je pensais quand je prenais ma douche aujourd'hui. Je pensais à To the Wonder. Fait que tu sais, il y a ça. J'ai pensé, je l'ai écouté hier ou avant-hier. J'ai beaucoup pensé à To the Wonder. Fait que tu sais, ça a quand même. Autant que c'était pas le fun à regarder, c'est resté avec moi. Hein. Tu sais, je pense que c'est un film de jeunes personnes fait par un vieux monsieur. Puis je dirais la même affaire de Wolf of Wall Street, mais Wolf of Wall Street, c'est comme la façon la plus éclatée de faire ça. Dans le sens que je pense que Terrence Malick, en 1973, aurait voulu faire To the Wonder. C'est un film avec rien, très européen, très art house, où est-ce qu'il y a beaucoup de questions philosophiques, mais il ne pouvait pas parce qu'il n'y avait juste pas ce clout-là à cette époque-là. Fait qu'il a fait un film qui, en théorie, ressemble à du exploitation, du Roger Corman. Là, fait que, moi, je vois ça comme un peu comme un film d'étudiant en philosophie de la première année. Puis ça fait 45 ans que Terrence Malick il porte ces idées-là. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que l'amour? Toutes ces shit-là. Puis je trouve ça cool que Ben Affleck joue dans mon film de philosophie. Puis pourquoi il veut... Je comprends pas vraiment pourquoi il adore l'idée. Je sais, ça, c'est l'affaire que je peux pas vraiment déceler. Est-ce que Terrence Malick va vers des acteurs connus? J'imagine parce que, c'est comme un catch-22. Tu peux pas avoir l'argent pour faire un film aussi fucked up, aussi peu narratif, puis aussi sans avoir des stars rattachés à ça. Et les stars ne se rattacheront pas à un film aussi absurde, à moins que ce soit un réalisateur de haut niveau. Mm-hmm. Fait que Terrence Malick attire les acteurs et les acteurs sont attirés par Terrence Malick et tout ça fait en sorte que ces films-là se peuvent, sinon l'un ne se peut pas sans l'autre. Ceci dit, j'ai pas l'impression que les questions que ça pose implicitement sont intéressantes, comme tu dis avec 90 Day Fiancé, toutes ces affaires-là, le rêve américain, tout ça. Si ce n'était que de ça, je pense que ça pourrait fonctionner. C'est que par-dessus ça, en voice-over, il y a des questions explicites de philosophes, de crottes, qui sont pas répondues par... auxquelles le film ne répond pas, auquel le film semble avoir aucun intérêt à répondre. Et de toute façon, on ne s'attend pas à ce qu'un film avec Ben Affleck, peu importe le film, nous réponde ce que c'est l'amour de façon concrète et satisfaisante. Je dois admettre qu'il y a quelque chose dans l'utilisation, parce que là, on n'a pratiquement pas parlé, mais le patron saint des voyeurs de vue, ou la mascotte des voyeurs de vue, Big Ben. Oui. Big Ben Affleck, mais l'utilisation de lui comme totem de ne pas être capable d'être heureux en amour back-to-back avec Rachel McAdams et Olga Kurylenko. C'est très Ben Affleck. Ouais. Comme de sa vie. Puis le film va pratiquement pas dans ses émotions. Lui il est quasiment souvent un monolithe tourné de dos. Il est en avant de le gars Kurylenko, puis il s'en vire de bord des fois, puis comme tu le vois, puis... On voit souvent sa face de côté, comme il y a une scène où ils vont au drive-in, puis ils sont en train de se chicaner, puis nous autres, on est dans le banc en arrière, on le regarde, mais on voit jamais la face d'Affleck vraiment. Affleck est le personnage principal de ce film, mais n'est pas vraiment, il est totalement effacé. Puis ça, c'est intéressant, dans le fond. Je viens de dire que c'est le personnage principal parce que c'est le plus connu et c'est un dude. Mais en réalité, Ben Affleck est pas loin d'être une plante verte dans ce film-là. Mais si c'était, en effet, comme si c'était une plante verte, le fait que Ben Affleck est là, on est comme « Oh, crime, vas-tu faire quelque chose? » Ouais. Puis, en tout cas, cet aspect, Ben Affleck-là n'est pas un mari adéquat pour cette femme sublime-là, me fait penser que c'est comme un genre de double feature avec Gone Girl. C'est pas pareil, mais c'est comme... En tout cas, à un moment donné, il va falloir faire un genre de méga Ben épisode de sa carrière à l'écran. Si jamais on est assez populaire qu'on pourra avoir un Patreon, on va pouvoir faire une mini-série de Ben Affleck, on va pouvoir faire... Regarder tous les Ben Affleck un après l'autre. Oui, puis Forces of Nature, Bounce, toute cette shit-là. Man About Games. Town. Ouais, toute la shit. On va tout le faire. Argo... Un film qui est même si a gagné l'Oscar, justement, il est rendu aussi obscur que Reindeer Games. Personne ne parle jamais d'Argo. Parce que ça, c'est appréciable. En fait, je te dirais que toutes les affaires que je dis sur To the Wonder, quand j'en parle, je les trouve appréciables. Mais le film en tant que tel,
ne fonctionne pas pour moi. T'sais, aucunement. Puis il ne fonctionne même pas, dans le sens que je pense pas que la version dramatique straight, NBC jeudi soir, tout le monde s'explique leurs sentiments, serait bonne non plus. Là, non, mais mettons que 85 minutes. Là, tu serais comme, oh, crime, oui. Tu serais. Peut-être. Respecte plus notre temps, au moins. Puis l'autre affaire que je trouvais intéressante, c'est on voit quelquefois Ben Affleck à sa job, qui est un genre de. Je sais pas, d'inspecteur pour le fracking. Genre, il est là quand le monde, il frack sur la cour des gens. Ça, c'est une autre affaire très genre, rêve américain. Là. Le monde sont comme, pourquoi il n'arrête pas de creuser dans ma cour? Puis lui, il est juste comme, désolé, je m'en vais, Comme, il n'est pas capable de dealer émotionnellement avec le fait qu'il cause du tort aux gens. Ouais, je pense. Sa job, c'est comme checker la pureté d'une affaire de fracking. Ouais. Genre, c'est de dire comme, ça va pas tuer votre famille qui est du fracking ici à date, là. C'est ça. Puis, tu sais, l'affaire qui est weird, que j'ai pensé en regardant le film, c'est que la même année, en 2012, Matt Damon faisait un film de fracking, Promised Land, de Gus Van Sant, que j'ai jamais vu, mais qui est aussi un film où lui est un genre d'inspecteur de fracking. Oh, Chris, ça, là! Puis ça, c'est weird, là. C'est vraiment étrange de penser ça vaudrait quasiment la peine de bumper Justice League d'une semaine pour faire comme les voyeurs de vue. Maintenant, c'est une affaire avec des jobs thématiques entre les films. Puis là, c'est ça qui arrive. Là. De bons features. Mettons-là des archives. Là, on peut sûrement se rendre à ça éventuellement. Là, on a un peu un chemin de tracé. Mm-hmm. Mais, ouais, ben c'est ça. Tu sais, comme le contraste de ça est intéressant. Puis le fait aussi que Ben Affleck a un job tellement comme qui vient chier la vie du monde. Puis lui, il est incapable de, soi-disant, mettre ses culottes pour ça, qu'il refuse d'être, il est non-verbal dans toutes les situations possibles. Qu'est-ce qui arrive si Patrick Wilson et Ben Affleck sont dans le même film ensemble? Comme deux monolithes de masculinité nord-américaine qui ont chié dans le lutte, que ça ne fonctionne pas, mais chacun leur version différente. En tout cas, je sais pas. Là, on s'éloigne vraiment. Je pense qu'on devrait peut-être closer l'épisode parce que ça s'en vient un de nos épisodes les plus longs. Rien de plus voyeur de vue que de faire un épisode de 2 heures sur le film que personne ne va regarder et personne n'a vu. Oui, c'est vrai. Hein? Ça va être l'épisode le moins écouté probablement à date, mais ça va être l'épisode le plus long. Fait que regarde, c'est... Après ça, on est genre, pourquoi personne l'écoute le show? Maudite merde! Maudite merde, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ben, pas parler de Into the Wonder pendant 2 heures. C'est ça qu'on devrait faire, esti. Jamais! Regarde, on va faire un épisode tout de même peut-être long sur Justice League, on va voir. Ouais, ça va être long sur Justice League. Là, ouais, mais... on va faire une historique de films de super-héros, toute la quête, pourquoi c'est important. Bref, on va arrêter de power dans cet épisode-là et on va terminer l'épisode maintenant. Alex, les voyeurs de vue te remercient. Par ça, je veux dire, moi, je te remercie et toi, tu me remercies. On te trouve où sur Internet? Sur racontemontreal.com. Sur Twitter, je suis Alex Rose avec 2 petites barres en dessous. Et sur Instagram et Letterboxd, je suis Why Does It Exist? Excellent. Vous pouvez me trouver à Yannick Basile sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, où je parle de pop culture, où je fais des dessins, où je parle des jeux sur lesquels je travaille, toutes des belles affaires comme ça. Mais aussi sur Letterboxd, où je parle de cinéma. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, allez voir des vues. Les voyeurs.